De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur rmc.fr et sur 01net TV, à la fois la chaîne YouTube et sur 01nettv.com pour De quoi je me mêle. Nous sommes le 17 mai 2019 et c'est parti donc pour votre rendez-vous tech du week-end avec au menu tout à l'heure une interview d'une marque qui est en train d'exploser au niveau du smartphone. Il s'agit de OnePlus. Et quand je dis exploser, c'est dans le bon sens, bien sûr, sans faire l'analogie avec d'autres marques qui ont eu peut-être des problèmes d'explosion avec les téléphones. OnePlus, une marque chinoise qui petit à petit creuse son sillon et qui aujourd'hui sort son OnePlus Pro, qui est un téléphone assez étonnant. On en parlera tout à l'heure avec le vice-président de OnePlus qui sera mon invité. Voilà, si vous êtes intéressé par cette marque, je pense que vous apprendrez pas mal de choses. Je vous rappelle aussi que vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. Cliquez sur j'aime et puis si vous voulez réagir sur Twitter, c'est avec le hashtag DQJMM comme chaque vendredi. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et bien sûr, pour débuter ce De quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT et c'est avec cette semaine Jean-Sébastien Zanqui qui est là. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François et bonjour à tous. De la rédaction de 01net.com et avec Jean-Sébastien, on va commenter l'actu tech de cette semaine. Pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà, on va parler d'Apple, on va parler de Google, on va parler aussi de Samsung pour débuter. Samsung qui revient, le retour du Galaxy Fold. Après un petit départ, comment on va dire en pétard mouillé. Oui, un faux départ. Voilà, le Fold pointe à nouveau le bout de son nez. Tout à fait. Sa sortie devait être le 26 mai prochain. On sait que Samsung a repoussé la sortie suite, effectivement, à, vous vous en souvenez, ces problèmes qu'il y avait eu aux États-Unis sur les écrans, des écrans qui devenaient noirs, qui clignotaient, où il y avait des petites pièces ou morceaux de, on ne sait pas, peut-être de grains de sable qui se glissaient entre la charnière et l'écran. Bref, c'était compliqué pour Samsung. Oui, des écrans qui se décollaient. Enfin, c'était voilà, ça a été compliqué de ce côté-là. Donc Samsung a fait amende honorable, a dit bon, effectivement, peut-être qu'il y a des problèmes d'utilisation de la part des gens qui l'ont eu en main, mais en tout cas, on va essayer quand même de voir comment on peut résoudre ça. Et effectivement, Samsung a annoncé deux mesures pour empêcher ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc vous vous souvenez que certains journalistes américains avaient enlevé la protection d'écran, qui n'était pas une protection d'écran, puisqu'en fait, ça faisait partie intégrante de l'écran, et c'est ça qui avait causé des gros soucis. Le problème, c'est que cette couche plastique, effectivement, avait des allures de protection d'écran, puisque sur les bords, on pouvait la décrocher avec l'ongle et donc la tirer. Donc, qu'a fait Samsung ? Ils ont simplement agrandi cette protection d'écran pour passer les bords sous les bords de l'écran, justement. Donc, on ne peut plus accéder à la bordure de cette protection d'écran pour l'enlever. Donc, ça va déjà dissuader beaucoup de monde d'enlever cette couche qui... C'est-à-dire que si on l'enlève, là, il faut vraiment le vouloir. Alors oui, là, il faut y aller, je pense, au tournevis ou à la disqueuse, mais bon, c'est un peu... voilà. Et donc ça, c'est déjà la première mesure. La deuxième, c'est, en gros, ils ont bouché ou réduit l'espace qui se trouve entre la charnière et la dalle au niveau vraiment de la pliure, pour empêcher justement des corps étrangers de se glisser sous l'écran à ce niveau-là. On savait que il y avait un journaliste américain avait eu un corps étranger qui s'était glissé dessous, et il se retrouvait avec une bosse sur l'écran. C'est ça. Donc en fait, voilà, on ne sait pas ce que c'était. Oui, ça peut être un morceau de bois, un bout de poussière, un grain de sable, une miette, on ne sait pas. Ça rentre sous l'écran et ça après rentrait sous l'écran. Ça a bombé, quoi, en fait. Et oui, voilà, comme c'est un écran souple, forcément ça bombait. Donc cet espace a aussi été réduit de la part de Samsung. Donc voilà, c'est les deux mesures phares qu'a pris le constructeur coréen pour répondre au problème. Voilà. En revanche, il n'y a toujours pas de date de sortie définitive. On parie a priori sur juin. Voilà. La date définitive n'est pas encore vraiment annoncée par DGECO de Samsung. Donc on attend ça. Ouais. Bon, espérons que Samsung là ait bien corrigé sa copie et qu'on n'ait plus ce problème. Faut espérer, parce que, la nouvelle sortie du Galaxy Fold se fasse, on va dire, de manière harmonieuse et sympathique. On reste dans l'univers Samsung, Jean-Sébastien, avec cette fois-ci les télés.
Tout à fait. Les télés Samsung qui, eh bien, s'acoquinent, mais ça on le savait puisqu'on en avait parlé d'ores et déjà au CES de Las Vegas, Exactement. s'acoquinent avec Apple. Oui, ça y est, là, C'est c'est une bien association concret. étonnante Oui, quand même. Hein. c'est quand même fou quand Voilà. on se souvient les procès qu'il y avait eu entre les deux marques à l'époque, il y a quelques années. Mais bon, comme quoi tout arrive. Hein. Et donc, en fait, c'était annoncé au CES, la compatibilité des téléviseurs avec AirPlay 2 et surtout l'arrivée de l'application Apple TV qui va permettre, dès l'automne, de pouvoir accéder à l'offre SVOD Apple TV+, qui va être lancée avec plein de contenus originaux produits par Apple. Donc là, ça y est, ça devient concret, c'est-à-dire que tous ceux qui ont une télévision Samsung de 2019 et certains modèles de 2018 vont pouvoir faire une mise à jour pour pouvoir avoir ces deux fonctionnalités sur le téléviseur. Donc par exemple, ça va permettre aussi de diffuser, de streamer depuis son téléphone, son iPhone ou sa tablette iPad, des contenus directement comme on pouvait le faire sur un boîtier Apple TV. Donc là, c'est ce qu'on appelle le AirPlay, hein, c'est ça. C'est ça, c'est le AirPlay 2. Et là, c'est vraiment intégré au téléviseur. Donc, si vous aviez un boîtier Apple TV, bon, ça ne sert plus à grand-chose, mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne l'avaient pas et qui veulent profiter de cette fonctionnalité et de ce nouveau service Apple TV+, qui arrivera donc à l'automne. Alors, c'est sur les télés Samsung pour l'instant. Je crois que c'est Samsung qui tire en premier, mais ça va arriver sur d'autres marques aussi. Ça va arriver chez LG et chez Sony. Oui, c'est ça, chez LG et chez Sony. Alors, dans l'année, certainement avant l'automne, effectivement, puisque ça sera avant le lancement de l'offre Apple TV+. Mais voilà, dans les mois et les semaines qui arrivent, il faudra guetter également pour savoir sur quel modèle ça arrive chez ces deux marques. Alors, je posais la question aussi au patron de Panasonic France pour voir si ça allait arriver, puisqu'il était notre invité la semaine dernière. Et il nous a dit que voilà, ils y pensaient que ça arriverait peut-être l'année prochaine sur les télés Panasonic, donc de 2020. Bonne nouvelle. On verra bien. Voilà, ça c'est pour Samsung. On enchaîne avec une bonne nouvelle si vous voyagez un peu partout en Europe. Vous savez que l'itinérance a révolutionné un petit peu les usages du mobile en Europe. Hein. Aujourd'hui, quand on a un abonnement en France, par exemple, eh bien on peut aller en Italie, en Espagne, enfin à peu près partout en Europe. Partout en Europe, d'ailleurs, c'est pas à peu près partout. Tous les pays européens permettent de faire du roaming gratuitement. Tout à fait. Et donc d'avoir de la data, passer des appels et des SMS. Mais en revanche, quand on est en France, on pouvait appeler un pays européen, mais là on payait. Jean-Sébastien. Exactement. Alors on va toujours payer, mais peut-être un peu moins. Mais moins cher, effectivement. Jusqu'à présent, les tarifs des appels vers les pays européens depuis la France étaient parfois en fonction de son forfait, en fonction de son opérateur. Certains mettaient un petit peu des prix différents. Des surcoûts. Voilà, des tarifs différents. Mais l'Union européenne a sévi. Ça y est, maintenant c'est une obligation légale, c'est-à-dire que un appel vers un pays européen depuis la France sera facturé 19 centimes la minute, tandis qu'un SMS sera facturé 6 centimes. Donc ça permet d'avoir un tarif qui est, on va dire, plafond pour tous les forfaits européens. En gros, hein, vous êtes en France, vous envoyez un SMS à un portable italien, exactement. Vous payez 6 centimes. C'est ça, là, pas plus. Alors après, il y a peut-être des forfaits qui sont... où ce type de communication est inclus. Tout à fait, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais bon. Mais c'est pas la règle, effectivement, c'est pas la règle. Donc là, cette fois-ci, ça sera le même tarif pour tout le monde, et c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça va dans un bon sens pour le consommateur, pour les consommateurs européens. Oui. Après, on comprend pas pourquoi on paye finalement quand on est en France et qu'on appelle un pays européen. Pourquoi on paye ? En théorie, l'Union européenne devrait faire en sorte qu'on ait... Mais c'est vers quoi ça se destine. Hein. C'est globalement, au fur et à mesure, c'est des baisses, comme ça avait eu lieu à l'époque pour le roaming entre les pays européens. Alors voilà, c'est les opérateurs qui font un peu la gueule, hein, c'est normal, parce qu'évidemment, ça leur fait des revenus supplémentaires. C'est pour ça que c'est aussi échelonné, qui leur permettent justement de voir arriver cette baisse de revenus. Vous avez des enceintes Sonos, en tout cas, si vous avez des enceintes Sonos de dernière génération, une bonne nouvelle pour vous. Oui, c'est Google Assistant, ça y est, il avait été annoncé en octobre 2017, si je me souviens bien, par Sonos. Donc Google Assistant arrive sur toutes nos enceintes. Bon, ça va être un peu plus long que prévu, puisque ça sera seulement en juillet que Google Assistant sera lancé en français. Donc, alors qu'Alexa y est depuis un moment. Hein. Alexa est depuis un moment. En fait, le problème, c'était la cohabitation entre les deux. Sonos m'a expliqué que c'était difficile à articuler d'avoir deux assistants sur une même enceinte ou sur un même écosystème d'enceinte
d'enceinte chez soi à la maison, puisque en fait, ce qui est quand même bien dans ce système, c'est que, par exemple, on va pouvoir lancer, par exemple, sur sa Sonos Beam, dans son salon qui est sous sa télé, une playlist Amazon Music, et une fois qu'on est via Alexa, et une fois qu'on est dans sa cuisine, si on a configuré Google Assistant sur l'enceinte de sa cuisine, on va pouvoir lui demander OK Google, quelle est cette chanson qui est jouée par Alexa, il va pouvoir le connaître. Donc ça va être une possibilité d'interopérabilité entre les deux assistants, et c'est ça qui était compliqué à mettre en place. Un peu l'usine à gaz, quoi. Voilà, donc ça y est, Sonos l'a confirmé, c'est arrivé déjà aux États-Unis le 14 mai, et en France, ça sera dispo en juillet via une simple mise à jour. Donc vous aurez à guetter ça, vous aurez petite notification si vous avez déjà des enceintes disponibles sur la One et sur la Beam, qui sont les deux modèles de Sonos qui ont des micros intégrés. Si vous n'avez pas un modèle avec micro intégré, il suffit d'ajouter un petit Google Home Mini à son système Sonos pour pouvoir commander les enceintes, mais ça fonctionnera. D'accord, voilà. On parle souvent du système Sonos qu'on aime beaucoup, et c'est vrai que on peut se créer comme ça un univers sonore un peu partout, le multi-room, et même en termes de home cinéma, on en parlait tout à l'heure avec Constellation Zanki, il y a vraiment des solutions hyper intéressantes et avec beaucoup d'efficacité, on a un très bon son. Tiens, on va parler d'Uber. Oui, Jean-Sébastien. Uber qui veut permettre à ses clients de faire taire ses chauffeurs. Ouais, c'est un petit peu étrange comme. En fait, c'est la première étape avant le Uber autonome. Oui, c'est un peu ça. C'est le chauffeur. Votre chauffeur est un robot. Surtout ne pas nous parler. C'est assez étrange. C'est aux États-Unis. C'est sur le service Uber Black, qui est en gros l'équivalent de Uber Berlin en France, donc l'offre haut de gamme, voilà, avec des berlines haut de gamme. En gros, quand on commande son chauffeur Uber via ce service-là, on peut cocher plusieurs options. Il y a une option pour, par exemple, définir la température de l'habitacle, une autre option pour dire si on a des bagages ou pas, et puis une option pour dire est-ce qu'on désire ou pas que le chauffeur nous parle. Donc bon, j'ai trouvé ça un petit peu inhumain quand même, ce côté-là, parce que bon, si on a envie de travailler dans son Uber ou de réfléchir ou quoi, on peut tout simplement demander au chauffeur je reste un peu tranquille. On reste des êtres humains quand même, donc on peut quand même lui demander. Donc là, non, là c'est directement une option dans l'application, donc le chauffeur sera prévenu et ne vous adressera pas un mot quand il vous récupérera dans sa voiture. Donc c'est un petit peu, je trouve, ça déshumanise le rapport quand même entre le chauffeur et le client, quoi. Alors ça, c'est qu'aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis pour l'instant, effectivement. Voilà. Donc on va voir si c'est quelque chose qui peut fonctionner en France. Alors c'est vrai qu'on reproche parfois souvent aux chauffeurs de taxi de nous raconter la pluie et le beau temps. Bon, ça fait aussi partie un peu du charme de la chose. Et puis si on n'a pas envie, on peut lui dire, tout simplement lui dire, en fait. Évidemment. Voilà. Après, c'est un ressenti qu'on a entre deux êtres humains. Oui, tout à fait. On enchaîne avec Amazon et on le sait, l'efficacité d'Amazon, elle est incroyable. Enfin, si vous utilisez Amazon au quotidien ou alors de temps en temps, vous voyez que on a les délais d'expédition sont très très courts, c'est très efficace, ça marche très très bien. Et Amazon utilise des robots. Oui. Alors, pour envoyer les colis. Tout à fait, ils en utilisent en fait déjà pour aller prendre les différents produits dans les étagères pour préparer les commandes. Mais les commandes jusqu'à présent sont toujours opérées par des humains, par les employés d'Amazon. Mais là, Amazon teste un système aux États-Unis. En fait, c'est les employés eux-mêmes qui ont dénoncé ça auprès de l'agence Reuters parce qu'ils craignent un petit peu pour leurs emplois. C'est-à-dire que le robot va pouvoir directement faire les colis. C'est-à-dire que c'est lui qui prend les produits, les met dans le carton, plie le carton, ferme le carton, colle la date d'expédition et c'est réglé. Donc en fait, le problème c'est qu'il y a presque plus besoin d'employés. Il suffit d'avoir un employé qui fait les recharges de carton et puis un employé qui va lui mettre les produits et encore un robot pour le remplacer sur certains entrepôts. Et donc, voilà, ça pose un problème sur les emplois directement dans les entrepôts Amazon. Surtout que le robot est capable de faire entre 600 et 700 colis à l'heure. Donc, c'est un rythme effréné, ce qui est clairement pas possible à suivre pour un humain. Donc, voilà, ça pose effectivement des problèmes d'emploi, même si, côté efficacité de la part d'Amazon, c'est clair que pour eux, c'est tout bénef. C'est un robot italien qui fait ça. Donc, c'est une technologie italienne, un robot qui s'appelle le Carton Wrap. Et voilà, on va voir si c'est quelque chose qui est généralisé dans les entrepôts ou pas. En tout cas, sûrement que les employés risquent de protester contre cette avancée.
Après, c'est vrai que c'est toujours triste, hein, mais Oui, c'est oui. aussi le sens de l'histoire. C'est-à-dire que Voilà, on sait que les nouvelles technologies révolutionnent un peu Tout les à fait. usages. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a des milliers d'emplois qui pourraient être remplacés par des En effet. robots, souvent des emplois peu qualifiés. Donc, est-ce que c'est un progrès ou pas, puisque ces emplois n'existeraient plus, mais est-ce que les personnes retrouvent un emploi ailleurs? Voilà, c'est tout le débat qu'il y a sur la robotisation de l'emploi. C'est le problème de la manœuvre aujourd'hui. Hein. Tout à fait. On va terminer avec Google qui va mettre moins de pubs dans ses applis mobiles. Ah non, plus de pubs. Plus de pubs. Oui, plus de pubs. Ça me paraissait bizarre aussi. Non, non. En général, moins de pubs chez Google, il y a un souci. Oui, c'est ça. C'est plus de pubs. Plus de pubs, au contraire. On connaît jusqu'à présent, les pubs en Google se limitent, on va dire, aux liens sponsorisés qu'il y a dans les résultats de recherche. Mhm. En général, les 2 premières lignes sont des liens sponsorisés, donc la marque paye pour apparaître ici. Mais Google va étendre ça, notamment sur la page d'accueil de Google. Pour l'instant, on connaît la page d'accueil de Google qui est très minimaliste. Vous avez juste le champ de recherche, 2 boutons, c'est réglé, c'est ce qui permet la rapidité. Mais là, Google commence justement à tester et à mettre en avant certaines pubs sur cette page d'accueil. Donc, quand vous allez y aller, vous allez avoir par exemple une annonce en dessous du champ de recherche et également aussi dans tout ce qui est images. Dans les résultats d'images, vous allez avoir vos photos sur une recherche bien particulière et au milieu de ça, une sorte de carrousel avec des images payées par les annonceurs que vous allez pouvoir faire défiler, en général des produits. Hein. On sait qu'il y a du shopping par exemple dans les images. Donc là, ça sera directement de la pub intégrée à ça. Et puis aussi sur le champ, la page d'accueil de Chrome, directement dans Android. Là aussi, normalement, on a juste le champ de recherche. Et également ici aussi, Google veut mettre des annonces payées par les annonceurs. Donc voilà, ils étendent un petit peu plus leur emprise sur la publicité en ligne. On sait que Google, hein, c'est son modèle économique, c'est une régie publicitaire, hein, c'est 95% de son chiffre d'affaires. Ouais. Donc c'est une manière pour eux d'étendre un peu leur inventaire, leur possibilité de faire de la publicité. Bon, le seul truc, c'est qu'ils nous laissent quand même un petit peu de place pour retrouver quand même les résultats de recherche. Oui, quand même, heureusement. Oui, non, quand même, heureusement. On va leur demander. Oui, il faudra voir où est-ce que ça se trouve. Quand même, voilà 2 lignes pour qu'on puisse quand même avoir avec le service des flèches demandé. Peut-être qui indiquent le champ de recherche. Sur Google, non, les flèches, ça sera sur la pub. Ah oui, pardon, c'est vrai. Forcément. Cliquez. Bon, merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci, l'actu de la semaine avec Jean-Sébastien Zanqui, donc journaliste à 01net.com et toute cette actu, vous pouvez la retrouver évidemment sur 01net. Vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je me mêle, c'est dans un instant et on découvrira une marque que vous connaissez peut-être d'ores et déjà, c'est OnePlus, une marque étonnante chinoise qui a, vous allez voir, un positionnement assez intéressant. On en parle avec son vice-président qui nous rejoint dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.